Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast pour une analyse patrimoniale en direct. Donc, aujourd'hui, j'analyse le patrimoine de Justine, qui est donc une fidèle auditrice qui souhaitait passer pendant les lives du lundi rentable et malheureusement, elle devait passer juste avant que j'ai mon deuxième enfant, bref, raison pour laquelle elle passe ici, mais du coup plutôt en différé. Donc Justine est responsable marketing en reconversion personnelle, elle a 40 ans, donc elle est mariée avec 2 enfants. Elle a un horizon de temps d'investissement de 15 ans et des revenus annuels nets, donc dans le foyer familial, de 60 000 euros, avec une TMI de 11%. Profil de risque plutôt dynamique, son épargne de précaution constituée à 14 000 euros et une capacité d'épargne mensuelle de 1 500 euros. Aujourd'hui, dans ses objectifs financiers, elle souhaite avoir des revenus passifs, optimiser sa fiscalité, financer un achat immobilier et préparer une retraite anticipée. Donc comme les autres fois, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord analyser son patrimoine actuel, comment elle a alloué son patrimoine, et si je peux trouver des optimisations et des remarques à faire sur son patrimoine, et ensuite je viendrai faire le bilan par rapport à ses objectifs et ce qu'elle peut mettre en place. En termes de complément d'infos, donc elle a une reconversion pro, elle m'a dit, donc salaire 60 000 euros pour Justine, mais qui risque de changer vu qu'elle change de travail, et elle souhaite faire donc du locatif, donc l'investissement locatif pour un nouveau projet. Et elle me dit aussi qu'il y a une donation qui va arriver pour éviter de passer par les banques. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu donc, où en est son patrimoine aujourd'hui. Donc elle a environ un peu plus de 300 000 euros de patrimoine. Elle a donc son épargne de précaution sur le livret A. Alors c'est un peu étonnant parce qu'elle m'a mis qu'elle avait un PEL de 10 000 euros et je pense qu'en fait elle a considéré que c'est dans ses 15 000 euros d'épargne de précaution, elle avait considéré que c'était le PEL qui est dedans. Donc voilà, la première remarque c'est que fais attention, donc Justine, si tu nous écoutes, les 10 000 euros sur ton PEL, ça doit pas vraiment être vu comme une épargne de précaution. Parce que l'intérêt d'un PEL, même si moi, à titre perso, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'intérêt en général, hein, mais bref, si tu fais un PEL, normalement, c'est pour placer plutôt sur le long terme pour préparer un futur achat de résidence principale, et avec voilà, des taux d'intérêt qui sont pas top, mais qui te permet éventuellement de verrouiller un taux d'intérêt intéressant si les taux sont amenés à remonter, mais c'est pas forcément liquide, parce qu'à partir du moment où tu sors de l'argent du PEL, tu casses le PEL et tu peux plus rien en faire, tu peux plus reverser, tu peux plus rien faire, donc pour moi c'est pas de l'épargne de précaution parce que c'est pas liquide. Clairement, tu peux pas retirer 5 000 euros quand tu as besoin d'un imprévu ou pour partir en vacances. À partir du moment où tu le sors, c'est soit pour faire ton projet IMO ou soit pour en faire autre chose. Mais voilà. Donc fais attention à comment tu considères ton épargne de précaution. Pour moi, une épargne de précaution, c'est livret A, LDD, LEP, peu importe, bref, des livrets défiscalisés, éventuellement des enveloppes virtuelles, et éventuellement du fonds euro, si on va un petit peu plus loin dans le truc, mais généralement une épargne de précaution, voilà, le PEL n'est pas considéré comme une épargne de précaution, plutôt considéré comme dans la catégorie que j'ai mis ici, sécuriser liquidité, raison pour laquelle je sépare toujours l'épargne de précaution des investissements que je considère comme sécurisés et garantis en capital, qui sont plutôt ce qu'on voit à l'écran ici, comme le PEL, le fonds euro, les comptes à terme, le CEL, le CSL, voilà, des choses comme ça. Donc c'est la première remarque que je voudrais te faire. Ensuite, on voit qu'elle a 15 000 euros de fonds euros, 22 000 euros en fonds monétaires. Alors, je tiens à préciser que Justine m'a précisé aussi en bas, là, donc pour ceux qui sont sur YouTube, j'avais mis un détail des assurances vie et PER, donc elle m'a vraiment mis tout le détail de comment étaient constituées ces assurances vie et ces PER. Elle en a pas mal. Elle a donc une assurance vie, un PER pour monsieur, un PER entreprise pour madame, un PER donc, qui est au Canada et un autre PER. Donc, ce qui fait beaucoup d'enveloppes multi-supports et qu'elle m'a du coup détaillé. Et bon, moi j'ai reporté, on va dire, les actifs ici, pour qu'on raisonne encore une fois en termes d'actifs et pas forcément en termes d'enveloppe. Donc en obligation, en sécurité liquidité, elle a 14 000 euros en tout qui sont sur des fonds euros, 22 000 euros sur des fonds monétaires. En obligation, elle a à peu près 2 300 euros qui sont répartis sur ses assurances vie PER et PEE. En action, elle est à 18 000 euros sur un compte titre. On va voir après son compte titre. 150 euros sur un PEA, 813 euros sur un PEE et 45 000 euros d'actions sur l'assurance vie ou PER. En immobilier, ensuite, elle a 32 000 euros en SCPI en direct, 9 000 euros en SCPI en assurance vie et 59 000 euros en immobilier locatif, donc c'est la valeur nette, hors ce qu'elle doit à la banque, et 147 000 euros qui est pour sa résidence principale, pareil, qui est la valeur nette, donc si elle rembourse son crédit, on va dire aujourd'hui, il lui resterait ça. Donc, si on voit l'allocation globale actuelle, ça lui donne à peu près un patrimoine de 360 000 euros. Alors, dans les calculs que j'ai fait, elle m'avait dit qu'il y avait un petit peu moins, mais bon, voilà, on n'a pas considéré les mêmes actifs, mais grosso modo, voilà, elle a à peu près 360 000 euros net de patrimoine, avec en répartition, donc 13% sur du safe, donc sécurisé ou liquidité, 18% en bourse,
et 68% en immobilier. Donc ça, c'est ce qui inclut la résidence principale. Et tu dois le savoir maintenant, j'aime bien avoir la même grille de lecture, mais sans résidence principale, pour se rendre compte, parce que souvent, ça disproportionne un petit peu la location avec l'ARP. Et même si c'est ton patrimoine, c'est pas ça qui va te générer des rentes ou des revenus passifs par la suite. Donc, si on enlève l'ARP, du coup, on est un peu plus équilibré. On a 47% en immobilier, 31% en bourse et 22% en sécurisé, ce qui est déjà un petit peu mieux en termes de répartition. Mais moi, la situation de Justine m'a un petit peu interpellé, et en termes d'optimisation, alors c'est quand même des cas d'école, hein, c'est des cas moi, que je vois très très souvent en mission de conseil, raison pour laquelle j'ai créé la formation Adieu Banquier, qui est là justement pour dire adieu au banquier, c'est qu'en fait, je vois elle a beaucoup d'enveloppes multi-supports, je trouve qu'il y en a beaucoup, trop même, et surtout, c'est des enveloppes très 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 chargées en frais. Et les actifs qui sont dans ces enveloppes-là sont aussi chargés en frais. Ce qui peut expliquer du coup la performance qui ne lui convient pas aujourd'hui. Et on va voir dans son allocation d'actions aujourd'hui comment elle est. Elle a à peu près dans 45 000 euros, on a vu en bourse. Elle a 18 000 euros sur un CTO, donc qui est dans sa banque traditionnelle. Donc bien sûr, je ne vais pas dire de nom, mais dans sa banque traditionnelle. Donc généralement, un compte sur une banque traditionnelle, c'est très chargé en frais. Et en plus, investir en fonds d'investissement. C'est quelque chose que je dis très régulièrement, c'est que les fonds d'investissement sur le très long terme performent moins bien qu'un simple ETF à frais beaucoup plus élevés. Donc certes, c'est des études, c'est historique, le passé ne préjuge pas du futur, mais c'est un fait, c'est des statistiques, notamment l'étude Spiva qui a prouvé que voilà, sur 10, 15, 20 ans, 90% des fonds d'investissement font moins bien que leur indice de référence, donc un simple ETF, et notamment au vu des frais qu'ils prennent. Donc, ça c'est la première chose, c'est le compte titre, pourquoi pas, mais pourquoi déléguer à ta banque, pourquoi à ta banque déjà, et pourquoi en fonds d'investissement. La deuxième chose, c'est que je vois que dans ces assurances-vie, pareil, c'est des assurances-vie, voilà, pareil, je ne vais pas forcément dire le nom, mais elle m'a donné le détail des assurances-vie, j'ai vu laquelle c'était, j'ai vu comment ils avaient placé cet argent-là sur leur assurance-vie, c'est en OPCVM principalement, donc sur des fonds d'investissement, donc les 27 000 euros, ce qui fait qu'en fait, toute cette stratégie d'action, elle est sur une assurance-vie très chargée en frais. Alors, je vous lis le document que j'ai sous les yeux, qui est bien évidemment, voilà, je vous dis, je ne vais pas, pour éviter, voilà, je ne vais pas dénigrer des noms d'assurance vie, évidemment, donc je ne vais pas dire de nom, mais je vous dis, ce que je lis, c'est qu'elle a un versement initial de 30 000 euros, en cours estimé 29 700 euros, elle a ouvert donc en 2020, et la date de variation est en 2024, donc 4 ans après, elle a mis 30 000 euros, et elle a moins que ce qu'elle a mis, ok ? Alors qu'elle a à peu près, je dirais, 60% d'actions, et 40% de SCPI. Grosso modo, avec un petit peu de fonds euros quand même. Donc, comment on explique que après 4 ans, quand la bourse en 4 ans, elle a peut-être pas fait x2, mais presque, elle a fait 70-80% sur les indices larges, que les SCPI, certes, certaines ont baissé leur prix de leur part, mais là, dans les SCPI que je vois dans lesquelles elle a investi, c'est pas des SCPI qui ont baissé le prix de part. Comment est-ce possible que 4 ans après, en fait, elles soient en négatif ? Comment est-ce possible, sachant que la bourse a fait à peu près 10% par an depuis 4 ans, et que la majorité de son assurance vie, elle investit en bourse. Et qu'au lieu d'avoir fait 40%, elle a fait, alors elle n'a pas fait moins de 10, mais elle est à l'équilibre, quoi. Et la raison, elle est simple, je vais vous le dire, parce que je l'ai sous les yeux, c'est que, taux de frais sur encours de fonds euros 1%, taux de frais sur encours unité de compte 1%, et taux de frais sur versement 4,5%. Donc, quand on accumule tous ces frais-là, forcément, notre performance est impactée. Donc, à risque équivalent, elle a une assurance vie ou sur laquelle elle est en perte, alors qu'elle est sur des actifs qui prennent 10% par an depuis 4 ans. Donc, c'est la première chose, alors je ne le dirai jamais assez, choisissez bien vos courtiers en assurance vie. Même si vous ne voulez rien faire, même si vous ne voulez pas faire de gestion libre, vous voulez faire de la gestion pilotée, allez sur des assurances vie, des brokers en ligne en gestion pilotée, ce sera toujours mieux que des assurances vie plutôt traditionnelles qui prennent toutes ces couches de frais-là, parce que même si vous êtes investi sur des supports qui performent, en fait, les frais vous ralentiront énormément la performance. Et ensuite, pareil, je vous lis le document qu'elle m'a envoyé avec le détail de son compte titre. Alors, je ne vais pas forcément vous dire tout ce qu'il y a dedans, mais voilà, il y a 18 000 euros et il y a 5 lignes qui sont des fonds d'investissement soit donc international, soit européens. Donc, certaines des OPC mix, d'autres OPC actions, mais la majorité quand même investie en actions.
Alors là, pour le coup, sur les 18 000 € qu'il y a sur son compte titre, on est plutôt en plus-value, on est sur des fonds d'investissement, donc il y a des actions, il y a des fonds diversifiés, il y a des fonds obligataires aussi. Alors il y a des plus ou moins values suivant les lignes, hein, mais dans l'ensemble on est quand même en plus-value, alors pas énormément, mais on est quand même en plus-value. Mais encore une fois, alors là je vois que c'est un autre courtier, alors dont je connais pas le nom bien sûr, mais encore une fois, je pense qu'il vaut le coup. Alors là pour le coup, j'ai pas le détail des frais, donc je peux pas dire si c'est un bon courtier ou un mauvais courtier, mais ça a tout l'air en tout cas d'être un courtier plutôt traditionnel. Donc je pense qu'en termes de frais, c'est pas le plus optimisé. Et puis surtout, je vois que voilà, c'est investi donc en gestion pilotée et sur des fonds d'investissement. Et vous devez le savoir maintenant, je suis pas ultra fan par rapport voilà, aux études que je vous ai dit, et notamment voilà, par rapport au combat gestion active, gestion passive entre ETF, vs fonds d'investissement. Donc je pense aussi qu'il y a une grosse optimisation à faire là-dessus, c'est-à-dire passer sur un compte titre plutôt avec le moins de frais possible, hein, des courtiers en ligne maintenant, il y en a qui sont carrément sans commission, dans lesquels vous êtes propriétaire de vos titres et qui sont complètement sécurisés, hein. Vous avez le fonds de garantie de dépôt jusqu'à 100 000 € comme n'importe quel courtier qui prend un peu plus de frais. Donc moi j'invite Justine à se renseigner sur voilà, qu'est-ce qui peut se faire de mieux en compte titre aujourd'hui, et de prendre le temps peut-être de s'intéresser peut-être un peu plus, soit faire de la gestion pilotée mais plutôt sur un compte titre en ligne, ou alors prendre le temps un petit peu d'apprendre à construire un portefeuille d'ETF et choisir soi-même ses actifs. Même si, dans l'ensemble, je vois un autre truc plus global sur l'optimisation là, de son stratégie action, c'est que je vois que finalement, hormis le fait qu'elle soit investie uniquement en fonds d'investissement, qui est, comme vous l'avez compris, quelque chose dont je ne suis pas très fan, enfin qui ne me paraît pas le plus optimisé en termes de choix d'actifs sur les actions, c'est qu'elle a 3 dispositifs. Elle a le PEA, l'assurance vie et le compte titre. Selon moi, l'enveloppe à optimiser sur la partie action, c'est le PEA, parce que c'est là où on a le moins de frais, on n'a pas de frais de gestion, on n'a que les frais de courtage, et on a l'avantage fiscal au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'on paye que la CSG sur nos gains, nos dividendes, quand on sort de l'argent au bout de 5 ans, et tant qu'on ne sort pas d'argent, il y a zéro frottement fiscal. Si on peut toucher des dividendes avec zéro impôt et on peut les réinvestir, et si on fait des ventes en plus-value et qu'on peut racheter des actions sans avoir aucun frottement fiscal. Donc c'est vraiment l'enveloppe à privilégier sur la partie action. Et je vois qu'elle a fait un peu tout le contraire, c'est-à-dire que la majorité de sa poche d'actions, elle est sur une assurance vie où il y a énormément de frais, en plus du fait qu'elle soit investie en fonds d'investissement. Et elle a mis une autre partie sur un compte titre, qui le compte titre est une très bonne enveloppe aussi pour les actions, mais pas pour ça en fait. Pour moi, le compte titre, ça doit vraiment être un complément du PEA, ce qui n'est pas disponible sur le PEA. Plutôt, on va utiliser le compte titre pour ça, pour aller chercher un peu plus d'exotisme, éventuellement du stock picking, des ETF un peu plus exotiques, mais pas forcément pour des fonds d'investissement. À la limite, si vraiment tu veux faire du fonds d'investissement, Justine, regarde ce qu'il y a sur le PEA. Au moins, tu as l'avantage fiscal. Donc, si je récapitule, pour optimiser ta stratégie en action, déjà, sur le global, sur les enveloppes, va plutôt te diriger sur le PEA, où tu as un avantage fiscal qui est bien plus intéressant que sur le compte titre, qui est le même que sur l'assurance vie, mais sur le PEA, tu n'auras pas les frais de gestion qu'il y a sur l'assurance vie. Donc tu t'économises une couche de frais. Donc, priorité au PEA pour la stratégie action. Et ensuite, moi, je réorganiserai carrément la stratégie et me focaliserai sur une stratégie d'ETF, même si c'est ETF indiciel simple, plutôt que de fonds d'investissement. Tout simplement pour des questions d'études, en fait, tu as des questions de statistiques qui font que sur le long terme, voilà, les fonds actifs font moins bien que les fonds passifs pour beaucoup moins cher. Enfin, pour en plus faire payer beaucoup plus cher. Mais si bien sûr tu es convaincu de rester en fonds d'investissement parce que tu es convaincu que les fonds d'investissement que tu as choisis ou qu'on t'a fait choisir vont surperformer leur indice de référence, pourquoi pas, mais plutôt privilégier encore une fois le PEA et l'assurance vie dans un premier temps, et dans un second temps le compte titre si tes fonds ne sont pas disponibles sur le PEA ou l'assurance vie. Après, si on revient sur la partie immobilier, donc parce que là on a vu un petit peu comment optimiser la partie bourse, sur la partie IMO, on voit qu'elle a 32 000 € de SCPI en direct. Alors elle n'a pas donné le détail des SCPI qu'elle a, mais par contre elle m'a dit un petit mot dans le mail en précisant qu'elle est passée par un gestionnaire patrimoine que la famille de son mari connaît depuis toujours et qu'elle n'est pas très satisfaite des rendements. Alors là pour moi très compliqué de te dire si c'est bien ou pas bien ce qu'il a donné, parce que j'ai pas le nom des SCPI, je sais même pas de quelle façon il te l'a fait faire, mais de ce que je comprends il te l'a fait faire en direct, donc j'espère qu'il a bien sûr pris en compte la fiscalité. Après tu as une fiscalité de 11%, donc je pense que fiscalement, il n'y a pas un énorme impact, mais
Voilà, après, à voir les SCPI qui t'a conseillé à l'époque. Est-ce qu'il a bien diversifié géographiquement, en termes d'actifs? Donc ça, c'est vrai qu'il est un peu compliqué de te dire mon avis parce que j'ai pas le détail des SCPI. Mais voilà, moi, ce que je t'invite à regarder, si jamais tu veux revoir ta stratégie, c'est peut-être depuis combien de temps tu as ces SCPI. Est-ce que c'est des SCPI peut-être trop concentrés sur le bureau? Si tel est le cas, peut-être voir pour changer la stratégie, parce que c'est vrai qu'en ce moment, le bureau n'a pas le vent en poupe, et je suis pas certain que ça allait rester dans les années à venir. Vérifier en fait de quoi sont constitués des SCPI. Comment est diversifié ton patrimoine de SCPI? Est-ce que c'est des SCPI diversifiés? Est-ce que tu as que des SCPI de bureau? Est-ce que tu as que des SCPI de commerce? Essaye de regarder la diversification géographique et par actif pour voir déjà si si ton CGP a bien pris en compte ce facteur-là en termes de risque pour avoir un portefeuille de SCPI diversifié. Et bien sûr qu'il t'a pas fait choisir qu'une seule SCPI. Voilà, déjà vérifie qu'il y a plusieurs SCPI et que tu es bien diversifié en termes d'actifs et géographiquement. Donc après, à voir avec lui, à faire le point avec ton CGP actuel, voir si t'es pas forcément satisfaite, de voir comment tu peux éventuellement revendre des parts pour les réallouer ailleurs, soit via ton assurance vie, ou soit même toi tout seul via un courtier en ligne de SCPI, ça peut être une idée bien sûr. Ensuite, je vois qu'il y a 9000 euros de SCPI via ton assurance vie, donc via l'assurance vie dont on a discuté tout à l'heure, qui était celle aussi où il y avait les OPCVM. Donc là, j'ai lu les 3 SCPI, donc il y avait Immorant, Eurovalis et Efimo. Alors, Immorant, moi j'aime plutôt bien cette SCPI parce que c'est pas celle qui déverse le meilleur rendement, elle fait 5% en ce moment, mais c'est une SCPI de fonds de portefeuille très diversifiée, très solide, donc celle-là, pourquoi pas. Par contre, Eurovalis et Efimo, alors, c'est pas forcément des mauvaises SCPI, mais c'est juste que j'ai du mal à comprendre j'ai l'impression que l'allocation, elle n'a pas forcément été faite de manière à ce que diversifier parce que tu as Eurovalis qui est quasiment à 100% bureau et Efimo qui est 90% en bureau. Eurovalis qui est 100% en Allemagne, donc ça pourquoi pas, au moins tu diversifies géographiquement. Par contre, entre Immorant, Eurovalis et Efimo, si on fait une pondération des 3 sur l'allocation d'actifs, on doit être à 80-90% de bureau et le reste avec un peu de commerce, et qui est fait uniquement par Immorant, qui est une SCPI diversifiée. Ce qui fait que pour moi, dans ce portefeuille-là, tu es énormément exposé au bureau. Et je dis pas ça parce que les bureaux en ce moment vont mal. C'est que même si ça allait bien, je t'aurais dit, mais jamais trop dans le même actif. Parce qu'en ce moment, c'est les bureaux qui vont mal, donc forcément, soit tes SCPI ont baissé, je crois qu'en plus, Efimo a baissé le prix de la part en plus, donc tu as dû être impacté. Mais même si les bureaux allaient bien aujourd'hui, je t'aurais jamais dit de prendre 3 SCPI pour que 80% du total soit exposé en bureau. De manière générale, on sait jamais de quoi demain est fait. Si, par exemple, tu crois au commerce, ou au SCPI de santé, pareil, mais jamais 80-90% de tes SCPI dans le même type d'actifs. Il faut toujours penser diversification, donc au sein de ton patrimoine, bien sûr, mais au sein de chaque classe d'actifs, pareil, diversification. Donc ça, c'est le petit reproche que je ferai sur ton portefeuille de SCPI qu'il y a dans ton assurance vie. Donc bien sûr, en plus des autres marques que je t'ai faites, où l'assurance vie est très chargée en frais, etc. Et je pense en plus, qui doivent prendre une part sur les loyers, comme le font la majorité des assurances vie, j'imagine 15% des loyers, ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui tu es encore en négatif sur cette assurance vie là. Donc voilà ce que je dirais sur tes parts de SCPI sur l'assurance vie. Et ensuite, après j'ai vu qu'en exotique, tu as un peu de crypto, un peu d'or, alors c'est vraiment très très minime finalement par rapport au reste du patrimoine. Donc vu que tu as un profil de risque dynamique, je dirais pourquoi pas peut-être augmenter un petit peu cette poche, parce que si on parle en termes de proportion, on voit qu'on est quand même à 0%, tu vois, ton patrimoine, sur les 360 000 euros, ton patrimoine, t'as que 600 euros en exotique, donc je pense que tu pourrais te permettre, je pense pas que ça mettrait en péril ton patrimoine si tu augmentes un petit peu cette poche-là. Bien sûr, il faut que tu sois à l'aise avec ça, je te demande pas de mettre forcément 10% du patrimoine là-dedans, mais on va dire que tu as un petit peu de marge par rapport au montant de ton patrimoine total net. Et du coup, pour terminer, je vais reprendre un petit peu tes objectifs et voir un petit peu si ce que tu fais a du sens. Donc, sur les revenus passifs immédiats, oui, les SCPI, très bien, c'est fait pour ça, c'est pour avoir de la rente immédiate, mais de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est pas optimisé pour toi aujourd'hui. D'une part, sur ton assurance vie, qui est très chargée en frais et qui prend très certainement 15% de tes loyers, je pense pas que ce soit la meilleure idée aujourd'hui. Enfin, le faire en assurance vie, oui, pourquoi pas, mais dans une bonne assurance vie avec très peu de frais et qui reverse 100% des loyers. Et sur ta part SCPI en direct, alors j'ai pas les noms des SCPI, mais ça vaut peut-être le coup de refaire un point avec ton CGP, voir ce qui peut être optimisé, revoir ta stratégie, ou éventuellement de le faire tout seul, récupérer ton cash, et soit passer par un CIF indépendant MIF2, ou même passer par un autre CIF non indépendant, mais qui aura peut-être, du coup, sur lequel tu seras peut-être plus à l'aise avec le conseil, ou encore le faire toi toute seule, en te formant en autonomie par exemple. Ensuite, sur le financement de l'achat IMO, donc tu as dit que ça faisait partie de tes projets, de faire du locatif, et ça rejoint un petit peu le souhait de retraite anticipée. Forcément, quand tu fais du locatif et que tu as l'énergie pour ça, tu vas forcément plus vite pour atteindre la liberté financière. Et quand on regarde ton patrimoine,
on voit que tu as quand même un petit peu de cash, on voit que tu as du fonds euro, du fonds monétaire. Donc forcément, si la banque te demande un apport, il faudra piocher quelque part. Donc, on va éviter d'aller le piocher sur les SCPI ou sur l'immobilier physique, parce que c'est un part qui est très peu liquide. Mais pourquoi pas utiliser ton fonds monétaire ou ton fonds euro, mais par contre, forcément, ça va un petit peu déproportionner un peu ton allocation patrimoniale et tu auras beaucoup moins de safe pour avoir plus d'IMO, mais pourquoi pas, si ton objectif c'est d'aller plus vite et de faire des projets locatifs, ça peut être complètement cohérent, même si, par rapport à la situation que tu m'as dit, je pense que ta capacité d'emprunt va être impactée. Forcément, si tu quittes ton boulot de salariat pour lancer ta boîte, il risque d'avoir la banque risque de tiquer un petit peu. Donc si tu n'as pas encore démissionné, je te conseillerais de ne pas trop tarder pour faire ton projet locatif. Profite de ta situation de salarié pour cocher toutes les cases auprès de la banque avant de démissionner. Si c'est trop tard et que tu as déjà fait ça, soit tu vas devoir patienter un petit peu, ou alors si la situation de ton conjoint le permet, ça peut aussi aider à ce que le dossier passe auprès de la banque. Donc voilà pour cette analyse de patrimoine, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets comme d'habitude le lien en description pour ceux qui veulent postuler pour analyse patrimoine. J'en reçois, depuis que j'ai fait ça, j'en reçois quand même beaucoup, je ne le cache pas. Mais je vais essayer de prendre je vais essayer de prendre des cas d'école un peu différents à chaque fois pour que ça parle à tout le monde, pour que les gens s'identifient, essayer de varier un peu aussi les profils. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast pour une analyse de patrimoine ou un épisode plutôt classique. À bientôt, à la prochaine.